117 millions d'euros, c'est le prix qu'a payé la Juventus à l'été 2018 pour s'offrir Cristiano Ronaldo, une méga star, un méga joueur. 90 millions d'euros, c'est la perte qu'a communiqué la Juventus après avoir clôturé ses comptes 2019-2020. Sans l'accord trouvé avec les joueurs pour baisser les salaires pendant la crise Covid, cette perte aurait été encore plus importante, le double précisément. Selon la Juve, cet accord a en effet permis d'économiser 90 millions d'euros sur la saison 2019-2020. Mais faut-il pour autant s'enflammer ou avoir peur pour les finances de la Juve? Est-ce que le transfert de CR7 a-t-il vraiment eu un impact positif sur les finances du club turinois? Est-ce que la Juve doit prolonger Cristiano Ronaldo? Je crois qu'il est l'heure de parler monnaie. Money Time épisode 3, c'est parti. Il campionato può essere già chiuso a quest'ora, è veramente il più forte di tutti. Ce supporter a raison, Cristiano Ronaldo a eu un impact immédiat sur la Juventus. Immédiat. Mais cet impact immédiat n'est pas sportif. Il est marketing et économique. 24 heures après l'officialisation du transfert de CR7, la Juventus et le Portugais pouvaient se vanter déjà de 3 chiffres fous. Premier chiffre, 520 000 maillots Ronaldo vendus. Juste comme ça équivaut à 50 millions d'euros de recettes environ, et donc à presque la moitié du transfert. Bon, par contre, les clubs ne touchent que 10 à 15% de cette somme, donc 15 millions environ pour la Juve. Et en 24 heures, c'est déjà un chiffre dingue. Deuxième chiffre, durant ces premières 24 heures avec CR7, le cours de l'action de la Juventus a augmenté de 40% à la bourse de Milan. Sur tout le mois de juillet 2018, l'augmentation est même de 55%. Et enfin, troisième chiffre fou, 1,5 million d'abonnés en plus, c'est ce qu'a connu la Juventus sur ses réseaux sociaux. Et qui dit plus d'abonnés en plus, dit plus de force de frappe et donc encore plus de bénéfices pour le marketing. Ce transfert a été un vrai séisme. Selon notre expert Luc Arondel, la vieille dame est entrée dans une autre dimension à la seconde où elle a signé CR7, car elle s'est offert un joueur hors sol. C'est comme si on s'achetait une œuvre d'art, quoi. D'une certaine manière, il y a très peu de... On s'achète un peu un Picasso. Et donc quand vous avez un Picasso, c'est plus facile de négocier vos contrats commerciaux, et c'est ce qui s'est passé avec Jeep, avec Adidas. C'est plus facile de signer des contrats longs, hein, et plus de les revaloriser. L'effet CR7 a été très violent, dans le bon sens du terme bien sûr, mais dès le début pour la Juve. C'est donc logiquement que les revenus ont considérablement augmenté dès la première saison avec le Portugais dans l'équipe. Sur les 5 dernières saisons avant CR7, la Juve faisait en moyenne 350 millions de revenus par saison. Au bout d'une saison avec CR7, une seule, la Juve a fait 460 millions d'euros de revenus en 2018-2019. Lors de la deuxième saison avec le Covid, la Juve a fait 398 millions de revenus, mieux que sa moyenne quand CR7 n'était pas là, avec les stades fermés une partie de la saison. Comme pour l'épisode sur Messi, on va prendre la décomposition des revenus suivante. Les revenus commerciaux d'abord, les revenus matchday ensuite, et enfin les revenus médias. Ce qui explique les meilleurs revenus de la Juve avec CR7, c'est surtout les revenus commerciaux. La vente de maillots de CR7 n'a pas duré que 24 heures, car la Juve est entrée dans le top 5 des meilleurs vendeurs de maillots en Europe en 2018-2019. D'ailleurs, Adidas a versé un bonus de 15 millions d'euros à la Juve pour les bons chiffres de vente de maillots. Les ventes de produits dérivés ont également plus que doublé en 2 ans. Que ce soit avec Adidas, Jeep ou de nouveaux sponsors, la Juve a revalorisé ses contrats. Les revenus matchday ont également augmenté, mais dans une moindre mesure. Avec CR7, ils sont passés de 51 millions à 66 millions d'euros en 2019, en une saison seulement. Les prix des places ont augmenté, mais comme l'Allianz Stadium ne peut contenir que 41 000 spectateurs, les places ont toujours trouvé preneur. CR7 a aussi contribué à remplir les loges VIP. Donc oui, il y a eu un effet CR7 sur les revenus matchday, mais le stade étant petit, il a sûrement atteint un plafond, quoi. La Juve ne peut pas augmenter le prix des places indéfiniment non plus. En revanche, sur les revenus médias droits TV, l'effet CR7 est faible, voire nul. Les droits TV italiens se décident en ce moment et il n'est pas question d'une explosion du prix sous prétexte que Cristiano Ronaldo joue en Serie A. Donc si on résume bien, CR7 a eu un impact sur 2 des 3 revenus les plus importants pour un club, les revenus commerciaux et les revenus matchday. Maintenant, si on regarde les résultats financiers de la Juventus, on constate que depuis l'arrivée de Ronaldo, les dépenses ont augmenté plus vite que les recettes, alors que la Juve restait sur un bénéfice net chaque saison depuis 2014-2015. La Juventus paye environ 62 millions d'euros charges comprises par saison pour le salaire de Ronaldo. Juste pour celui de Ronaldo. Or, un club qui dépense plus qu'il ne gagne, le fair play financier de l'UEFA, il n'aime pas ça du tout. Pour faire ultra simple, ce fair play financier, il interdit aux clubs engagés en Coupe d'Europe de dépenser plus d'argent
qu'il n'en gagne. Il tolère malgré tout un déficit de 30 millions d'euros, mais pas plus. Donc la Juve perd de l'argent, ne fait pas mieux qu'avant en Ligue des Champions et voit l'Inter et l'AC Milan bien revenir en Serie A. Ajoutez à cela le Covid qui a fermé les stades. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire que le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus est un échec économique? Je ne pense pas que le fait que la Juve fasse du déficit ce soit vraiment un critère. Enfin, bon, c'est pas forcément un symbole d'échec de la stratégie de Ronaldo. Je pense que la stratégie du club, c'est d'augmenter les revenus, d'être le plus connu, etc., etc. Avant et après Ronaldo, on voit bien qu'il y a eu quand même des choses qui se sont passées. C'est quand même plus de maillots vendus, c'est plus de revenus commerciaux, c'est plus de followers, c'est plus de tifosi. On ne peut donc pas parler d'échec même si Cristiano Ronaldo coûte de l'argent à la Juventus. La Juventus ne perd pas vraiment d'argent à cause de lui en fait. Le but du président de la Juventus, Andrea Agnelli, qui au passage est actionnaire majoritaire du groupe Fiat, donc il sait ce qu'il fait, eh bien ce but avec Cristiano Ronaldo c'était de franchir un cap, que la Juventus devienne une marque mondiale. En fait la stratégie était plus marketing qu'économique. Ce qui visait plus, c'est l'aspect revenus commerciaux à travers une stratégie aussi de mondialisation, c'est-à-dire essayer de vendre l'image de Ronaldo, puisque Ronaldo c'est quand même le joueur le plus suivi sur les réseaux sociaux, donc c'était sans doute bénéficier de cette notoriété mondiale pour essayer de devenir une marque mondiale. Alors quand vous lisez des articles ou regardez des vidéos au sujet du déficit de la Juve, ne soyez pas apeurés, surtout si vous êtes tifosi. Déjà parce que la famille Agnelli sait ce qu'elle fait, mais aussi parce qu'un club de foot n'est pas une entreprise comme les autres. Un club de foot ne cherche pas à maximiser son profit. Et donc, vous êtes dans une double logique, et donc à la fois une logique de maximisation de profit et à côté une maximisation de victoire. Et ces deux objectifs sont complètement antinomiques. Et donc, en général, c'est pour ça que les joueurs, que les masses salariales représentent une très très grosse partie des finances des clubs. Si vous voulez gagner sur le terrain, il faut avoir les meilleurs joueurs, il faut augmenter votre masse salariale. Donc inévitablement, ça va être contradictoire avec un objectif de maximisation de profit. Tant que la Juventus n'est pas proche d'une faillite, il ne faut pas s'inquiéter qu'un club soit déficitaire ou ne fasse pas de profit, ne fasse pas d'argent. En revanche, la Juve doit tout de même s'assurer de respecter le fair play financier, car l'UEFA peut décider d'exclure un club trop déficitaire de la Ligue des Champions, et ça, pour le business, il n'y a rien de pire. Et puis comme le dit notre expert, rappelons que le rêve de la Juve, c'est ça. Beh, il prossimo sogno, dal momento che in squadra abbiamo appena preso Cristiano Ronaldo, è sicuramente quello di alzare la Champions. La Juve s'est offert CR7, l'homme aux 5 Ligues des Champions, pour enfin gagner sa 3e Ligue des Champions, car la dernière remonte à 1996. Ça commence à faire long. Agnelli a donc mis les moyens pour franchir un cap marketing et sportif. C'est donc un peu tôt pour parler de réussite ou d'échec économique. Est-ce que vous vous souvenez de notre épisode sur Messi, quand on évoquait l'avenir? Eh bien c'est reparti pour un tour. Quand on connaît le contexte sanitaire et économique, le coût de CR7, son âge, ce qu'il peut rapporter sportivement et économiquement aussi, faut-il le prolonger en se disant qu'il va permettre de relancer la machine, ou alors qu'il faut s'en séparer car elle coûte trop cher? C'est un arbitrage, c'est vraiment au club de voir, d'essayer d'évaluer ce que peut rapporter Ronaldo par rapport à ce qu'il coûte d'une certaine manière. Donc on voit bien le problème qui se pose aussi par exemple au Barça maintenant. C'est un petit peu similaire. On voit bien que le Barça, ils sont en train de se dire, bah oui, peut-être que maintenant il faut rentrer dans une ère post-Messi et essayer de revendre le joueur parce que d'une certaine manière il coûte trop cher au club, même s'il a rapporté beaucoup. Cet arbitrage, c'est aux dirigeants de le faire. Mais moi je vous propose quand même une chose. Enfilez un costard, prenez votre clavier en main et dites-nous ce que vous feriez à la place de la Juventus. On le prolonge? On le garde jusqu'en 2022? Ou on le vend au PSG, Bref, dites-nous tout ça en commentaire de ce qu'on fait de Ronaldo. On le prolonge ou pas? Dites-nous ça en commentaire. Et si les sujets éco vous passionnent, notre expert du jour, Luc Arondel et Richard Duhautois, ont écrit l'ouvrage L'argent du football, disponible gratuitement. Alors foncez, téléchargez-le. Lisez ça, vous verrez, c'est passionnant. En tout cas, nous, Money Time, épisode 3, c'est terminé. Rangez le portefeuille. Rendez-vous à l'épisode 4. Salut!